De plus en plus de citoyens incarnés, notamment par les écologistes, ils appellent à respecter les animaux, que ce soit dans l'élevage, l'abattage, la chasse. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais répondre à Éric Zemmour et aux propos qu'il a tenus à propos du référendum d'initiative partagée et de la cause animale. Pour toute information à propos du référendum, si tu ignores de quoi il s'agit, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, donc je t'invite à y jeter un œil avant de regarder la suite de cette vidéo. Sans plus tarder, voyons ce que Zemmour a à dire sur le référendum et sur la cause animale. Comment expliquer cette nouvelle aspiration, on le sent, de la société? D'abord, il faut dire que c'est une aspiration tout à fait légitime et tout à fait compréhensible et qui s'explique par l'évolution de l'agriculture, de la nourriture, en gros, pour parler vite, l'industrialisation de l'agriculture et de la nourriture. Cette première déclaration n'est pas strictement vraie car l'aspiration à respecter les animaux est bien plus ancienne que cela. Jeremy Bentham, célèbre philosophe anglais et père de l'utilitarisme, cette célèbre théorie d'éthique normative consistant à juger comme moralement bonne une action qui maximise le bien-être commun, disait déjà dans son œuvre Déontologie aux sciences de la morale, publiée au XIXe siècle, la question n'est pas est-ce qu'il raisonne ou est-ce qu'il parle, mais bien est-ce qu'il souffre en parlant des animaux. Et j'aurais pensé que Zemmour, dont j'ai entendu maintes fois qu'il était particulièrement cultivé en ce qui concerne l'histoire de France, ainsi que les hommes et les femmes qui l'ont marqué, saurait tout simplement qu'un siècle même avant cela, le philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau évoquait déjà notre rapport avec les animaux non humains et nous appelait à les considérer comme des patients moraux, des êtres dignes de notre considération morale. Aussi écrivait-il Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, publié en 1755, « Si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité par l'autre. » Un autre philosophe des Lumières, le plus célèbre d'entre eux, à savoir Voltaire, disait quant à lui « Il n'est que trop certain que ce carnage dégoûtant, étalé sans cesse dans nos boucheries et dans nos cuisines, ne nous paraît pas un mal, au contraire. Nous regardons cette horreur, souvent pestilentielle, comme une bénédiction du Seigneur, et nous avons encore des prières dans lesquelles on le remercie de ces meurtres. Qu'y a-t-il pourtant de plus abominable que de se nourrir continuellement de cadavres ? C'est donc un fait que la considération qu'ont les animaux humains à l'endroit des animaux non humains est bien plus ancienne que les élevages intensifs, et si elle est aujourd'hui effectivement plus forte que jamais, c'est parce que nous nous émancipons de plus en plus de cette vision suprémaciste de l'être humain, de cette vision que l'être humain peut s'octroyer le droit de vie ou de mort sur tous les autres animaux. Il y a une contradiction entre la sensibilité des gens et le portefeuille du consommateur. Donc là, il faut que chacun d'entre nous, on règle cette contradiction-là. Ça, c'est une première chose, et je crois qu'elle est importante. Mais au départ, cette sensibilité-là, elle est tout à fait légitime. Comment en tenir compte sans rompre totalement le lien justement qui nous relie à la nature, ni rompre certaines traditions séculaires? Et est-ce qu'il faut organiser un référendum d'initiative partagée, quitte à déplaire aux chasseurs farouchement opposés à cette initiative? C'est là que on est dans la deuxième partie. Parce que à partir de, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce que j'ai dit au début, on est tous d'accord. À partir de là, il y a une exploitation idéologique, une exploitation politique c'est comme l'écologie. Au départ, on est tous d'accord pour essayer de protéger la nature, etc. Et à partir du moment où c'est pris en main par des gens d'extrême gauche, pour faire l'équilibre avec mon ami Marc, là, ce n'est plus la même chose. Et on démarre ici avec une comparaison franchement douteuse. Pourquoi jouer immédiatement sur le clivage politique gauche-droite et fabriquer de toutes pièces un conflit qui vraiment n'a pas lieu d'être ? Car qu'on soit de gauche ou de droite, il me semble que personne n'aime faire souffrir ou regarder souffrir un animal. Éric Zemmour disait d'ailleurs lui-même que la considération qu'on peut avoir à l'endroit des animaux non humains est parfaitement légitime et parfaitement justifiée. N'est-il donc pas possible d'avoir des convictions très fortes, des valeurs de respect très fortes à l'endroit des autres animaux qui transcendent les divisions politiques ? Parce que respecter la nature, c'est bien, mais qui respecte le plus la nature si ce n'est les éleveurs, les paysans, etc. Qui fait vivre la biodiversité? Sans qui il n'y aurait plus rien? Qui organise cette nature depuis des siècles si ce n'est les paysans?
Je ne dis pas, j'ai dit en préambule sur l'industrialisation, mais il faut quand même respecter ces gens. C'est eux qui font vivre ce qu'on appelle la nature. Ce ne sont pas des écologistes parisiens ou dans des grandes villes qui connaissent rien, qui ont une vision des animaux en dessin animé. Et là, on arrive à cette histoire du RIP, du référendum d'initiative partagée. Ici, on retrouve 3 méthodes fallacieuses. Je le rappelle, le thème du jour concerne le bien-être animal et le référendum d'initiative partagée. Donc des mesures censées diminuer la souffrance des animaux, aussi bien dans certaines pratiques comme la chasse, comme l'expérimentation animale, que l'exploitation des animaux pour se nourrir. Or, vous remarquerez qu'Éric Zemmour redirige en premier le débat vers une discussion autour de la biodiversité et de la nature. Autrement dit, il persiste à parler d'écologie et non de souffrance animale. Et c'est là que toute la sophistique d'Éric Zemmour va être déployée. Alors que la question est... Comment en tenir compte sans rompre totalement le lien justement qui nous relie à la nature, ni rompre certaines traditions séculaires? Éric Zemmour répond respecter la nature, c'est bien, mais qui respecte le plus la nature si ce n'est les éleveurs, les paysans, etc. Le premier est un flagrant délit de Red Herring Fallacy. Le Red Herring, c'est une manœuvre de diversion qui consiste à éluder une question ou un argument X auquel il nous est ennuyé ou difficile de répondre en présentant une question Y ou un argument Y et en répondant à cette question ou cet argument comme si on avait répondu à la question de base, donc la question X. En effet, en quoi l'intervention d'Éric Zemmour ici répond-elle à la problématique soulevée par la journaliste? Plutôt que de répondre directement à sa question, il introduit une nouvelle question qui respecte le plus la nature et il répond à sa propre question. En plus de cela, comme je le disais, il redirige subtilement la problématique de la souffrance animale vers une problématique écologique. En effet, la question n'est vraiment pas de savoir qui respecte le plus la nature, mais bel et bien que nous faut-il faire pour respecter davantage les animaux non humains, notamment par nos modes de consommation et nos loisirs. Le deuxième sophisme ici est l'ad personam. Effectivement, plutôt que de s'attaquer aux arguments des partisans du référendum, ainsi qu'aux militants pour les droits des animaux qui proposent des arguments en faveur de leur thèse, de leurs revendications, eh bien Zemmour s'attaque aux personnes elles-mêmes, ad personam. Il va de soi qu'en insultant les personnes engagées dans cette cause d'écologistes parisiens qui ne connaissent rien et ont une vision des animaux en dessin animé, Zemmour cherche tout simplement à faire passer ces personnes-là pour des incapables, des ignorants, bref, des individus qui ne peuvent de facto proposer des arguments pertinents et solides. Ce qui aura pour effet pervers, si quiconque tombe dans le piège, de dénigrer les arguments de ces personnes avant même de les avoir entendus ou lus. Puis le troisième sophisme employé par Zemmour dans ce passage, c'est le sophisme de la généralisation abusive, qui consiste à généraliser sur l'ensemble d'un groupe à partir d'un cas particulier, anecdotique ou même inventé de toutes pièces. Car peut-être existe-t-il, je ne sais pas, un ou des écologistes parisiens qui ne connaissent rien et donc une vision des animaux en dessin animé. Mais au-delà du fait qu'encore une fois, écologie et droits des animaux sont deux sujets bien différents, eh bien il est clair que généraliser ici comme le fait Zemmour est complètement abusif et injustifié, ou alors il faudrait être capable de fournir des données empiriques pour corroborer ces affirmations. On sait qui sont derrière. On sait qu'il y a un journaliste, Hugo Clément, qu'il y a Xavier Niel, qu'il y a les gens de L214 qui taguent les bouchers en les traitant de nazis et en disant que les élevages sont des camps d'extermination à Auschwitz. On voit bien ce qu'il y a. On n'est plus dans il faut faire attention, etc., etc. On a ici la démonstration parfaite qu'Éric Zemmour ne sait pas de quoi il parle ni de qui il parle et qu'il ne s'est absolument pas renseigné sur le sujet. Maintenant, ne pas être renseigné sur un sujet est bien entendu pardonnable, mais pourquoi alors ne pas rester humble et honnête intellectuellement et ne pas se prononcer sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas renseignés? Ne serait-ce pas là le genre de méthode qu'emploieraient justement des personnes qui mènent un combat politique et idéologique et qui se fichent de la vérité? Ceci est aussi, je pense, la preuve irréfutable qu'Éric Zemmour entretient à l'égard de la cause animale une hostilité qui ne se base non pas sur du factuel, mais bel et bien sur de l'ignorance et de l'incompréhension au mieux. Et je précise au mieux car je pense personnellement que ce qu'il a fait ici est malhonnête et déloyal, et je vais l'expliquer. Le principal sophisme employé ici par Éric Zemmour est une variante du principe de l'association dégradante, accompagné d'ailleurs d'un cas assez explicite de diffamation à l'encontre de l'association L214. Le principe de l'association dégradante est le 32e stratagème qu'Arthur Schopenhauer présente dans son œuvre L'art d'avoir toujours raison.
Et il dit, lorsqu'on est confronté à une assertion de l'adversaire, il y a une façon de l'écarter rapidement, ou du moins de jeter l'opprobre dessus en la plaçant dans une catégorie péjorative, même si l'association n'est qu'apparente ou très ténue. Par exemple, que c'est du manichéisme, ou de l'arianisme, du pélagianisme, de l'idéalisme, etc., etc. Et donc ce que tente assez explicitement ici de faire Éric Zemmour, c'est de discréditer le référendum d'initiative partagée en l'associant à une association qu'il présente comme nuisible, comme utilisant de méthodes détestables et traitant les bouchers par exemple de nazis. Ce qui lui permet une fois de plus de manipuler l'esprit critique et l'opinion des gens en focalisant leur attention non pas sur la légitimité des revendications du référendum, non pas sur les arguments des partisans du référendum, mais bel et bien sur des points qui n'ont absolument aucun rapport avec le référendum. Et pour cela, il n'hésite même pas à mentir et à diffamer en direct à la télévision à propos d'une association qui justement se bat pour la protection des animaux en France et qui fait effectivement partie des partisans du référendum. Association d'ailleurs dont le travail est si légitime que même le gouvernement français a lancé des enquêtes et même fermé quelques établissements après diffusion d'images publiées par L214. Et pour ce qui est plus précisément des propos diffamatoires tenus par Éric Zemmour à l'encontre d'L214, eh bien il semblerait qu'Éric Zemmour possède des informations que la police n'a pas, puisqu'L214 n'a jamais été condamné ni accusé des choses dont Éric Zemmour les accuse. Ou alors il est possible, me direz-vous, qu'Éric Zemmour se soit trompé, mais enfin quand on porte des accusations aussi graves en direct à la télévision, je pense que la moindre des choses est quand même de s'excuser publiquement après coup, et après qu'on se soit rendu compte de notre erreur. On est là dans une vision idéologique, politique, de gens complètement urbanisés et déracinés contre les seuls qui sont encore un peu enracinés et qui ne sont pas urbanisés, qui sont les agriculteurs et les éleveurs. Et on voit bien qu'est-ce que c'est que ce RIP, on voit bien ce qu'ils réclament. Ils réclament des trucs, la suppression de la chasse à courre, J'ai sous les yeux justement 640 000 signatures, 6 mesures fortes. Oui. Interdiction Voilà. de l'élevage en cage. Oui. Interdiction des élevages à fourrure. Oui. En finir avec l'élevage intensif. Voilà. On est d'accord là. Mais oui, oui, tout à fait. Attendez, c'est pas fini. Interdiction de la chasse à courre. Merci. Du déterrage, je sais pas quoi, et des chasses dites traditionnelles. Oui. Interdiction des spectacles avec animaux sauvages. Voilà. Fin de l'expérimentation animale. Mais ça s'entend quand même. Non. Excusez-moi, c'est des gadgets. C'est des gadgets de Parisiens qui mènent des combats politiques. C'est pas les vrais sujets. Non, répond Éric Zemmour, ce ne sont que des gadgets de Parisiens qui mènent des combats politiques. Vouloir mettre un terme à des pratiques qui tuent et mutilent des êtres sans défense, des individus considérés comme des marchandises, comme des ressources, des objets, comme des choses jetables que l'on peut jeter après usage, comme des choses qui n'ont qu'une éphémère utilité et que l'on peut détruire dès lors qu'elles ne nous servent plus. Quel genre de personne peut vraiment dire de cela que ce ne sont que des gadgets de Parisiens? En quoi exactement est-ce du gadget que de demander la suppression de pratiques qui consistent à empoisonner des animaux, à leur brûler les yeux et la peau, à les électrocuter, à leur infliger des traumatismes émotionnels et psychologiques, à les mettre à mort lorsqu'ils ne nous servent plus? Mais dites-moi Éric Zemmour, en quoi cela a-t-il la moindre pertinence, la moindre utilité de dire que ce combat est mené par des gens qui vivent à Paris qui mènent effectivement un combat politique? Est-ce censé être insultant? N'a-t-on pas le droit de vivre dans la capitale de la France et d'être engagé politiquement? Ou si tel est le cas, est-ce que cela nous disqualifie automatiquement? Très franchement, en plus d'être ridicule, cela n'a vraiment aucun sens. Et puis, cette remarque, c'est pas les vrais sujets. Qui est-il pour décider de quels sont les vrais sujets et les faux sujets en regard de la cause animale? Lui qui ne connaît même pas le travail de l'association L214, qui est pourtant la plus médiatisée en France, celle dont les images ont le plus tourné aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à la télé et dont on a beaucoup parlé dans les journaux également. Lui qui visiblement a beaucoup de mal à saisir la différence entre écologie et droits des animaux, et il voudrait nous faire croire qu'il sait mieux que nous, mieux que les partisans du référendum ou mieux que les militants pour les droits des animaux, quels sont les vrais sujets et les faux sujets qui concernent les victimes. Ces gens-là sont aussi pour l'ours et le loup dans les montagnes. Ils n'en ont rien à faire que l'éleveur voit ses brebis déchiquetées par un loup. Ils sont contents. Il y a 3 loups qui se baladent dans les montagnes. Ils trouvent ça formidable. Mais qui subit les dégradations et les agressions contre leurs brebis, qui sont leur gagne-pain et qui en plus... je pense qu'il y a un attachement sentimental de ces gens pour leurs brebis, leurs animaux, etc. C'est pas Hugo Clément et Xavier Niel. Non, c'est des braves gens qui sont des éleveurs et qui subissent les foucades d'écologistes parisiens. Vous voyez, il y a des choses différentes. Ici, Zemmour nous déballe un nouveau sophisme, l'homme de paille.
Cette technique fallacieuse consiste à exagérer ou modifier pour l'affaiblir, voire créer de toutes pièces un argumentaire adverse, une position, une thèse adverse, afin de mieux la réfuter et de mieux la faire rejeter par l'auditoire. Il va de soi, monsieur Zemmour, qu'aucun militant pour les droits des animaux n'est jamais heureux lorsqu'une brebis est déchiquetée par des loups, que ce soit pour nourrir des êtres humains ou pour nourrir des loups d'ailleurs. Notons toutefois que le loup, lui, a l'excuse de sa nature biologique de carnivore et de l'obligation qu'il a de chasser les animaux pour se nourrir, ce qui n'est pas le cas de l'être humain. En effet, comme l'affirme l'Academy of Nutrition and Dietetics, la plus grande organisation au monde de nutritionnistes et de diététiciens, une alimentation végétalienne réfléchie et adéquatement supplémentée est viable et convient à tout le monde, à tous les âges de la vie, femmes enceintes, nouveau-nés et personnes âgées inclus. Et il y a un autre argument d'Éric Zemmour auquel j'aimerais répondre ici parce qu'il me semble finalement très peu pertinent. Quelle importance que Xavier Niel ou Hugo Clément aient un attachement émotionnel particulier envers les brebis qui sont tuées par les loups? Car en vérité, vous faut-il vous-même avoir un attachement émotionnel envers tous les êtres humains de cette planète pour considérer que chacun et chacune d'entre eux et d'entre elles devraient avoir le droit aux mêmes libertés fondamentales que vous? La chasse à courre, ça gêne qui, la chasse à courre? Faut arrêter, c'est des traditions. Moi, je suis pas chasseur, hein, je vais pas défendre quoi que ce soit, mais ça gêne qui? Après, ils vont critiquer la corrida, ça gêne qui? Enfin, il faut arrêter, il faut... La sensibilité pro-animal, je suis pour. La sensibilité pro-animal, mais la sensiblerie... à la tradition. Mais non, mais attendez. Il y a des choses qui ne... Il y a des choses qui ont changé. C'est-à-dire, je dis, le libre-échange mondialisé, l'industrialisation de l'agriculture, de l'élevage, ça donne des horreurs. Je suis d'accord, mais je répète, pour lutter contre ça, il faut, un, du protectionnisme, ou deux, que les consommateurs changent leur mode de consommation. Après, il y a des choses qui sont du folklore. Et ces gens-là s'attaquent à du folklore. Je vous répète, la chasse à courre, on peut ne pas aimer, mais ça gêne qui? C'est pas ça qui est un scandale par rapport aux millions, ou je sais pas quoi, aux dizaines de milliers de poulets dans 2 cm². Vous voyez bien que ce n'est pas comparable. Ici, je ne pense pas qu'on puisse vraiment affirmer qu'Éric Zemmour a utilisé ce sophisme, mais en tout cas, il semblait à 2 doigts d'utiliser le sophisme de l'appel à la tradition, qui est souvent employé contre les militants pour les droits des animaux, et qui consiste à justifier tout simplement un acte par le simple fait qu'il existe depuis des générations. Bien entendu, il suffit de citer l'esclavagisme, le meurtre, le viol, les mariages forcés ou encore l'excision pour comprendre très rapidement qu'effectivement le fait qu'une pratique existe depuis un certain temps ne la justifie pas moralement. Et d'ailleurs, notez comme Éric Zemmour nous refait ici le coup du red herring lorsque la journaliste lui fait justement remarquer que la tradition n'est pas forcément une bonne excuse pour justifier certaines pratiques. À la question... La sensibilité pour animal, mais la sensiblerie... à la tradition. Le polémiste, qui semble complètement pris de court, répond... Mais non, mais attendez. Il y a des choses qui ne... Il y a des choses qui ont changé. C'est-à-dire, je dis, le libre-échange mondialisé, l'industrialisation de l'agriculture, de l'élevage, ça donne des horreurs. Je suis d'accord, mais je répète, pour lutter contre ça, il faut, un, du protectionnisme, ou deux, que les consommateurs changent leur mode de consommation. Après, il y a des choses qui sont du folklore. Et pour répondre à la question qu'Éric Zemmour ne cesse de poser de manière rhétorique, la chasse à courre, je le rappelle, consiste quand même à traquer et à tuer un animal dans son environnement. Et ça nous donne déjà, je pense, une idée grossière d'un individu au moins que cela peut gêner. Même chose pour la corrida, je ne pense pas trop me mouiller ici en affirmant que le taureau est probablement gêné qu'on lui plante des harpons dans la peau et qu'on l'achève avec un coup de poignard dans le cerveau. Quant à l'argument d'Éric Zemmour qui consiste à justifier l'existence de certaines pratiques en les comparant à d'autres pratiques qui produisent beaucoup plus de souffrance et font beaucoup plus de victimes. C'est pas ça qui est un scandale par rapport aux millions, ou je sais pas quoi, aux dizaines de milliers de poulets dans 2 cm². Il me semble très sincèrement mauvais et intenable. Si demain une personne vient tuer votre chien ou votre chat, et qu'elle se défend de son acte en disant qu'il existe des élevages de poules en cage qui font bien plus de victimes et produisent bien plus de souffrance. Est-ce que vous accepterez cette excuse? Est-ce que vous la trouverez pertinente, légitime? Autre exemple pour reprendre un fait d'actualité, pensez-vous sincèrement que si les coupables de mutilation sur les chevaux sont attrapés et jugés et qu'ils se défendent en disant qu'il existe effectivement des élevages qui font bien plus de souffrance et bien plus de victimes, pensez-vous que quiconque trouvera cette défense solide et légitime et que ces coupables seront acquittés pour leurs actes? Et en plus,
Là-dessus même, on nous dit il faut l'élevage en plein air. Moi, spontanément, comme un citadin qui ne connaît rien, parce que moi j'avoue que j'y connais rien, je me dis bah oui, pourquoi pas. Sauf que il y avait un très bon papier, je crois aujourd'hui ou hier, je sais plus, dans l'Opinion, qui expliquait que c'est pas la panacée, l'élevage en plein air. C'est une vision presque anthropomorphique de Parisiens qui connaissent rien et qui croient que c'est mieux les petites bêtes, vous savez, comme dans les dessins animés, cote et on s'ébroue dans la nature. Je me permets juste de te couper ici pour faire remarquer l'usage de deux nouvelles techniques fallacieuses par Éric Zemmour. La première est l'argumentum ad nauseam, qui consiste à répéter inlassablement une phrase ou un propos afin de l'ancrer comme une vérité dans l'esprit de l'auditoire ou éventuellement de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Et l'appel au ridicule, qui consiste lui à présenter un argument ou une thèse adverse de manière ridicule afin de la faire passer pour absurde et indigne tout simplement d'être prise en considération. Vous l'aurez facilement compris, je pense, l'argumentum ad nauseam d'Éric Zemmour consiste ici à faire passer les partisans du référendum d'initiative partagée pour des écologistes parisiens qui ne connaissent rien. Et l'appel au ridicule, quant à lui, concerne la revendication du référendum qui consiste à mettre un terme aux élevages intensifs et donc à tout élevage en cage. En faisant passer la thèse selon laquelle les animaux ne doivent pas être enfermés dans des cages ou des bâtiments fermés pour une espèce d'argument absurde qui consiste à libérer les animaux comme on voit dans les dessins animés et les laisser s'ébrouer, etc., etc. Pour ce qui est de l'article auquel se réfère Éric Zemmour, eh bien, il s'agit d'un article publié dans le média L'Opinion et rédigé par la journaliste anti-animalisme, anti-véganisme, anti-antispécisme Emmanuel Ducrot, à qui j'avais déjà répondu dans une vidéo précédente et démontré les faiblesses de l'argumentaire. Si vous voulez voir ça, je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et ce qu'expliquait ce papier, c'est que quand on les met dans la nature, dehors, en tout cas dehors, ils attrapent des maladies, ils ont faim. Mais je vous assure, moi je suis pas un spécialiste. Je vous donne la parole dans un instant. J'ai une dernière question avant. Je veux dire, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Oui, ça ne suffit pas. J'ai une dernière question, ensuite je vous laisse réagir, je vois que vous voulez réagir. On parle beaucoup d'ensauvagement, entre guillemets, de la société, décidément. alors que, décidément, alors que paradoxalement, justement, on vit dans des sociétés de plus en plus urbaines et donc de plus en plus éloignées de l'état sauvage. Est-ce qu'il faut voir un lien entre les deux phénomènes? Écoutez, il y a un truc très bizarre en tout cas, c'est que, à part les gens qui historiquement défendaient les animaux, vous voyez, des gens comme Brigitte Bardot, des gens qui ont toujours aimé les animaux et qui défendent, qui ne sont contre les violences faites aux animaux, ce que je comprends très bien, qui critiquent les abandons, ce que je comprends très bien. Ça, par exemple, on devrait pouvoir régler ça, limiter les ventes, vous voyez, pour que les gens ne les abandonnent pas. Moi, je comprends très bien. Moi, j'ai pas d'animaux et c'est pas ma sensibilité, mais je comprends très bien qu'elle existe. Et ces gens-là sont tout à fait respectables. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Après, il y a une exploitation politique et idéologique. Je remarque que les gens qui taguent les bouchers en disant que ce sont des nazis, les écologistes, sont les plus laxistes en matière de violence faite aux hommes. Alors, ils sont très rigoureux en matière de violence faite aux animaux, mais alors, pour l'insécurité, comme on dit, et la violence faite aux hommes, alors là, ils s'en moquent comme de leur dernière chemise. Là, il y a une contradiction qui m'émeut. Vous pensiez peut-être qu'on avait fait le tour de tous les arguments fallacieux employés par Éric Zemmour dans cette vidéo. Eh bien non. Voici le tout coquet fallacie, qui consiste à éviter d'argumenter contre une critique en critiquant à la place l'adversaire sur un sujet éventuellement différent. La raison pour laquelle cette tactique est fallacieuse, eh bien, c'est qu'en se défendant ainsi, on n'invalide finalement à aucun moment les arguments présentés par la personne en face. Et d'ailleurs, j'ai même envie de laisser Michel Onfray répondre à cet argument d'Éric Zemmour, puisque Michel Onfray avait déjà répondu à ce tout coquet fallacie qu'on emploie de manière récurrente à l'encontre des militants pour les droits des animaux et des véganes. Remarque qui est souvent adressée aux véganes ou plus généralement à ceux qui se soucient de la cause animale et que l'on ferait bien de se soucier d'abord des souffrances humaines avant de se soucier des souffrances animales. Votre avis, Michel Onfray, à ce sujet ? C'est un mauvais procès qu'on leur fait parce que, quel que soit le militantisme, on peut toujours reprocher à la personne qui milite de ne pas s'occuper d'une cause qu'on estime plus importante, en disant mais après tout, oui d'accord, il y a des chômeurs en France, mais les chômeurs, ils sont indemnisés, vous feriez mieux de vous intéresser au peuple tibétain. Et puis d'autres diront, mais moi je m'intéresse au peuple tibétain, et d'autres diront, oui, mais le peuple palestinien, et puis d'autres vous diront, oui, mais enfin vous pourriez aussi penser au peuple de Cuba, etc. Donc ça n'est pas une bonne façon de faire que de dire qu'il y a d'autres misères, et que d'autres misères sont
sont préférables. Je pense en plus de ça que les véganes ne sont pas des gens qui estiment que la misère du monde ne compte pour rien, que l'exploitation ne compte pour rien. Ce ne sont pas que des véganes, les véganes. Ce sont aussi des citoyens, ce sont aussi des gens qui, au-delà de ce combat, sont capables d'avoir de la compassion pour d'autres souffrances, y compris bien sûr des souffrances humaines. Et je pense qu'elle n'est pas infondée. Je pense qu'on connaît toute la philosophie antispéciste qui dit en gros que les hommes sont des animaux comme les autres et qu'ils ne sont pas au sommet de la pyramide selon la tradition judéo-chrétienne. Et moi, je suis... l'antispécisme est une calamité, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est une folie philosophique et qui nous explique que le chien, le chat, s'il a une sensibilité, ça veut dire qu'il nous vaut bien, qu'il vaut bien l'homme et qu'on doit le mettre à l'égalité avec l'homme. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que le chien n'est pas conscient de ça. C'est-à-dire que lui, il ne va pas penser comme nous qu'on est son égal. Donc il y a une différence philosophique entre les hommes et les animaux. Pour conclure, Zemmour termine donc son intervention avec un homme de paille, là encore, cette fois sur l'antispécisme, qui ne consiste pas à dire que les êtres humains et les animaux non humains doivent être sur un pied d'égalité absolue, mais tout simplement que le critère de l'espèce n'est pas pertinent pour évaluer ou dévaluer moralement les différentes espèces. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si jamais vous avez des suggestions ou des remarques à faire, à laisser ça dans les commentaires sous la vidéo. Je vous invite également, si vous vous intéressez au véganisme ou si vous voulez débattre sur le thème de la cause animale, à rejoindre mon Discord Team Éthique. Le lien est également dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.